Nous connaissons tous de près ou de loin l'abeille, un insecte volant qui se nourrit de nectar et de pollen en propageant celui-ci au cours de sa vie. Ce petit insecte, aussi fragile qu'utile, côtoie aujourd'hui l'humain en lui rendant de multiples services. Ensemble, découvrons quelles en sont les origines. La vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années. Celle-ci est alors aquatique pendant près de 3,4 milliards d'années. Les premiers végétaux à coloniser la surface terrestre furent les lichens, il y a environ 500 millions d'années. Les premiers animaux, les arthropodes, auxquels appartiennent entre autres les insectes, les arachnides et les crustacés, font quant à eux leur apparition 100 millions d'années plus tard. On a retrouvé piégé dans de l'ambre, datant d'il y a 100 millions d'années, un spécimen de Melitosphex burmensis, l'ancêtre de l'abeille. Cet insecte est un hyménoptère, dont les attributs le classent dans la superfamille des apoïdes, famille regroupant les guêpes et les abeilles. En effet, il présente des pattes postérieures similaires aux guêpes carnivores, ainsi que les poils ramifiés servant aux abeilles pour récolter le pollen. Cette découverte a permis d'émettre l'hypothèse que cet insecte serait l'ancêtre commun des abeilles et des guêpes. Les abeilles sont nées à peu près il y a 120-130 millions d'années et probablement dérivées d'un groupe qu'on appelle les sphégiens, qui sont des apoïdes. Dans les apoïdes, on classe les sphégiens et les abeilles. Et parmi les sphégiens, c'est des insectes dont il existe près d'un millier d'espèces en France encore. C'est des insectes qui vont piquer avec leur dard. Le dard, c'est un organe femelle, c'est l'organe de ponte qui est modifié, donc c'est toujours les femelles qui piquent. Et ces animaux vont piquer des insectes ou des araignées, parfois, en fonction de l'espèce, les paralyser et les transporter dans un trou, les stocker dans un trou, pondre un œuf, fermer la porte, construire une autre loge larvaire, etc., jusqu'à ce qu'ils meurent. Et puis dans les quelques jours qui suivent ou semaines qui suivent, l'œuf éclot et la larve mange les proies vivantes mais paralysées. Et il semblerait que des petits sphégiens qui paralysaient des thrips, donc des tout petits insectes qui vivent dans les capitules des fleurs, étaient spécialisés sur la capture et la paralysie de ces petits thrips, qui évidemment sont toujours recouverts de pollen puisqu'ils vivent au milieu des étamines, les transportaient pour nourrir leurs larves, et que probablement certaines formes ont dérivé et ont arrêté de piquer, de paralyser les thrips, mais se sont mises à récolter le pollen qu'il y avait autour. Et donc c'est ça la grande différence qu'il y a entre les sphégiens et les abeilles, c'est que les abeilles nourrissent leur progéniture avec de la protéine, mais plus de la protéine animale, de la protéine végétale, puisque l'essentiel, la totalité de l'apport en protéines provient aujourd'hui du pollen. Or, pour comprendre comment ces insectes utilisent le nectar et le pollen, il est nécessaire de comprendre les organismes avec qui la coévolution a eu lieu. Les angiospermes, communément appelés plantes à fleurs. Ces plantes présentent les caractéristiques suivantes. Un réceptacle floral, formé par les sépales et les pétales, des étamines, organes reproducteurs mâles, ou des pistils, organes reproducteurs femelles. Certaines fleurs, dites hermaphrodites, présentent les deux organes reproducteurs. On appelle androcée ou étamine la partie mâle de la fleur. Celle-ci comporte deux parties. L'antère, sorte de sac qui contient les gamètes mâles, appelé plus communément pollen, et le filet. La partie femelle de la plante, composée du style, avec à son extrémité le stigmate et à sa base un renflement. L'ovaire, renfermant un ou plusieurs ovules.
Le grain de pollen, lorsque celui-ci se dépose sur le stigmate, va permettre la formation du tube pollinique, rendant la fécondation possible, à la suite de quoi les graines se formeront. Entre les sépales et pétales, on retrouve les nectaires, des glandes produisant un sucre au pouvoir fascinant. Ce liquide, appelé nectar, attire par son goût et son odeur les insectes qui s'en nourrissent, les pollinisateurs. Ceux-ci se promènent de fleur en fleur à la recherche de nourriture tout en disséminant le pollen qui se colle à eux lors d'un contact avec les anthères. On appelle ces disséminations du pollen par les insectes l'entomogamie. Ainsi, les plantes produisant une grande quantité de nectar sont alors dites plantes nectarifères ou mellifères lorsque le nectar est utilisé pour la production de miel. A l'inverse des autres insectes pollinisateurs, les abeilles stockent le nectar dans un organe appelé jabot. Le saccharose contenu dans le nectar va, grâce aux enzymes digestives sécrétées dans le jabot, être transformé en fructose et glucose. En parallèle, un assèchement a lieu augmentant la concentration en sucre du mélange par des régurgitations successives. Le miel est finalement stocké dans les alvéoles et séché par les abeilles ventileuses. Les abeilles font partie des quelques 300 000 espèces pollinisatrices dont elles représentent 90% des effectifs. Pourtant, parmi ces 90%, seules quelques espèces, dont la plus connue, Apis mellifera, sont aujourd'hui élevées par les humains. En effet, cette espèce présente la particularité de produire une quantité considérable de miel. C'est pourquoi on la retrouve aujourd'hui en majorité dans les ruchers domestiques. Apis mellifera, quelle que soit la sous-espèce, reste active. Et comme elle reste, que les adultes sont en vie, sont mobiles, ils ont besoin de se nourrir. Et donc il faut qu'ils conservent de la nourriture. Or l'hiver, il n'y a pas de fleurs disponibles. Et donc le miel est du nectar qui a été déshydraté par trophalaxie, elle se le passe de bouche en bouche pour le réduire, alors de 70% d'eau, par exemple dans le nectar jusqu'à 17-18% d'eau dans le miel, avec une adjonction de radicaux libres, une concentration en sucre, ce qui le rend imputrescible, et ça permet d'avoir donc de la nourriture à une époque où il n'y a pas de fleurs. Comme on peut faire des confitures, on va mettre des fruits dans une casserole, les faire cuire, donc réduire la quantité d'eau, augmenter le sucre, ce qui permet de le conserver pendant quelques temps, et le miel pour le coup est imputrescible pendant des centaines d'années ou des milliers d'années. On a retrouvé du miel conservé dans des pyramides d'Égypte qui étaient tout à fait consommables, donc dans des conditions particulières, et d'ailleurs au sens de la FAO, c'est le seul miel sur la planète, vrai miel, avec ses caractères justement d'imputrescibilité, est produit par Apis mellifera. Mais toutes les autres apis, il y en a une douzaine d'espèces au travers du monde, Apis florea, Apis dorsata, Apis serrana, etc., en Asie ou dans la péninsule arabe, produisent aussi du nectar qui va être déshydraté, mais qui n'est pas aussi imputrescible que le miel qu'on a nous. Donc voilà, c'est ça la différence, c'est que la colonie reste active. Nous retrouvons des traces de la présence du miel dans l'alimentation des humains à la préhistoire. Dans la grotte de l'Araignée en Espagne, on découvre la présence d'une peinture rupestre représentant une figure féminine à la cueillette du miel, datant du Néolithique, soit environ 5000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, le miel constituait une des seules sources de sucre et servait notamment d'antiseptique et de cicatrisant. La cire était quant à elle utilisée comme colle dans la fabrication d'outils ou d'armes. Les premiers pas de l'humain dans la domestication des abeilles remonteraient à l'Égypte antique, soit 2400 ans avant notre ère. On trouve par exemple des représentations de ruches cylindriques dans le temple d'Abou Gorab. À l'époque, les ruches étaient déplacées le long du Nil pour suivre le cours des floraisons. De plus, la découverte de pots de miel dans les tombes de pharaons amène à penser que le miel était une denrée rare, réservée aux hautes castes. Plus tard, dans l'Antiquité, le miel occupe toujours une place très importante, chez les Grecs notamment. Du lait de chèvre et du miel servent à nourrir Zeus après que sa mère l'ait caché de Cronos. Sous l'Empire romain, certains auteurs, comme Virgile, dans le 4e livre des Géorgiques, instruisent sur les bonnes pratiques de l'apiculture en prodiguant des conseils. Au Moyen-Âge, les pratiques liées à l'apiculture n'évoluent pas réellement. Les techniques antiques sont copiées. Seul le type de ruche change en fonction des matériaux disponibles selon les régions. La méthode de récolte est toujours destructive. L'essaim est tué avant la récolte car aucun moyen ne permet de retirer efficacement les rayons de miel sans détruire la ruche. C'est notamment dans les monastères que sont étudiées et élevées les abeilles désignées alors comme mouches à miel. Tout au long du Moyen-Âge, le miel reste toujours la principale source de sucre.
En parallèle, son utilisation en tant qu'agent de conservation se développe. Au début de la Renaissance, le miel est utilisé en cuisine pour apporter une saveur sucrée au plat. Or, l'arrivée de la culture de canne à sucre, plus facile et plus productive, entraîne une réduction de l'utilisation du miel au profit du sucre de canne. C'est le XIXe siècle qui voit naître les ruches modernes, aussi appelées ruches d'Adam. Leur créateur, Charles d'Adam, un apiculteur français immigré aux États-Unis, va développer un modèle de ruche dont les dimensions normées et les rayons amovibles vont permettre un développement notable de l'apiculture. La ruche d'Adam, prévue pour 10 cadres, présente un plancher et une planche d'envol, auxquels s'ajoutent de nos jours des portières d'entrée prévenant l'invasion de frelons asiatiques dans la ruche, un corps contenant des cadres de cire et lieux de vie de l'essaim, les abeilles y stockent du miel et du pollen. C'est aussi là, dans le couvent, que les abeilles vont grandir, se développer, passer du stade de larve à celui d'ouvrière ou de reine. Une hausse, contenant des cadres vides que les abeilles peuvent remplir de miel et de pollen lors des fortes productions comme au printemps. Un couvre-cadre servant de protection et éventuellement nourrisseur, utilisé par l'apiculteur pour déposer du sirop ou du sucre candide métabolisable lors des périodes difficiles, ainsi qu'un toit qui protège la ruche face aux intempéries. La ruche d'Adam fait en tout une taille de 43 cm de large pour 50 de profondeur, avec une hauteur de corps de 30,9 cm. Cette nouvelle architecture donnée aux ruches amène la possibilité de diviser plus simplement la colonie, ainsi qu'une plus grande facilité pour récupérer le miel. De plus, la movibilité des rayons n'oblige plus à tuer l'essaim lors de la récolte des produits. Cette avancée marque ainsi le début de l'apiculture moderne. Aujourd'hui, l'avancement des techniques de production permet d'obtenir une grande quantité de produits issus de la ruche autres que le miel. On compte parmi ces produits la propolis, un mélange de résine auquel les abeilles ajoutent de la cire pour colmater et désinfecter la ruche. Cette méthode de désinfection protège ainsi la colonie des éléments pathogènes pouvant lui porter préjudice. Le pollen est récolté grâce à l'électricité statique sur le corps de l'abeille, puis regroupé dans une zone dépourvue de poils appelée corbeille. Une pelote de pollen est ainsi formée. La gelée royale, exclusivement sécrétée par les glandes hypopharyngiennes de jeunes abeilles nourricières, alors âgées entre 3 et 9 jours, constitue la nourriture des larves durant leurs 2 premiers jours si celles-ci n'ont pas pour destin de devenir une reine. Auquel cas, leur alimentation se fera exclusivement de gelée royale. Ces produits, aux propriétés incroyables, sont utilisés dans de nombreux secteurs. Le miel, par exemple, sert à la confection de pâtisseries, de confiseries et même d'alcool. La propolis et même le venin sont quant à eux utilisés en médecine pour leurs bienfaits aseptisants ou anti-arthrosiques. La cire est quant à elle aussi bien utilisée dans la cosmétique que dans la décoration. Le pollen et la gelée royale sont eux plus rares et donc vendus en petite quantité. De nos jours, l'apiculture, bien en lumière aux yeux du monde, reste tout de même complexe. Les apiculteurs et leurs essaims font face depuis maintenant plusieurs décennies à divers dangers, comme les espèces invasives ou la pollution environnementale. Les espèces invasives, comme le varroa, un parasite de l'abeille, ou encore le frelon à pattes jaunes, aussi nommé frelon asiatique, n'ont de cesse de réduire les populations d'abeilles, depuis leur introduction involontaire en Europe par les humains. De même, d'autres dangers, comme les pesticides, ont gravement fait baisser les populations apicoles ces dernières décennies. Certaines menaces, comme les microplastiques ou les effets cocktails, sont encore malgré tout peu étudiées, bien que celles-ci soient des enjeux tout aussi importants. L'ingestion de microplastiques sur le court terme ne démontre pas une augmentation de la mortalité chez les abeilles, bien que l'on observe une baisse du taux d'alimentation et du poids corporel. Les effets à long terme de l'exposition aux microplastiques et aux effets cocktails ne sont quant à eux pas encore connus et pourraient devenir un enjeu majeur de ces prochaines années. Malgré tout, des solutions existent pour tenter de pallier ces problèmes complexes. En fait, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit, c'est facile à dire, il n'y a qu'à Faucon, il suffit d'inverser les causes de l'effondrement, c'est-à-dire de limiter drastiquement ou d'arrêter un certain nombre de pollutions, d'arrêter la destruction des habitats, de laisser des habitats, donc à l'inverse, de laisser des habitats naturels se reconstituer, de les reconnecter, de fournir des espaces de fleurs, et quand on dit fleurs, c'est pas que les champs d'herbes, les champs de plantes herbacées, c'est aussi toutes les haies,
puisque les haies fournissent en ce moment qu'on est au printemps, là que ça se met à fleurir, bah, c'est extrêmement incroyable la floraison que peuvent fournir tous les arbustes dans les haies, les troènes, les pruneliers, les églantiers, les fusains, les aubépines, voilà, ça commence à être en fleurs et c'est juste fabuleux. Et en fait en France, bah, on a détruit entre 1,5 et 2 millions de kilomètres de haies en France métropolitaine, c'est-à-dire 40 à 50 fois le tour de la Terre à l'équateur en kilométrage de haies détruits à l'intérieur de l'Hexagone. Et aujourd'hui, alors que tout le monde s'accorde sur les effets écologiques en termes de floraison, de refuge, d'espaces de nidification, d'espaces de transition, d'espaces d'hivernage, d'estivation, etc., les effets mécaniques sur le vent, ça va casser le vent sur 15 à 20 fois sa hauteur. Une haie de 10 mètres de haut va casser le vent sur 100-150 mètres linéaires. Donc protéger les animaux, le bétail, protéger les cultures contre l'averse des céréales, etc. Et les effets hydriques, c'est-à-dire qu'une haie, grâce aux arbres, va se gorger d'eau en période d'humidité, en période de pluie, et va restituer l'eau en période de sécheresse. Donc malgré le fait que tout le monde s'accorde sur les effets agronomiques de la haie, alors qu'on a coupé plus d'1,5 million de kilomètres de haies, on continue à en détruire, à en ravager des dizaines de milliers de kilomètres. C'est-à-dire que chaque année, tous les programmes confondus en France vont planter 6 à 7 000 kilomètres de haies, 6 à 7 000 petites baguettes qui seront fonctionnelles dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Et à côté de ça, on coupe des arbres, et donc des haies adultes, on en détruit plus de 20 000 kilomètres. Donc aujourd'hui, alors que tout le monde est d'accord sur ces effets, on a encore un différentiel extrêmement négatif. Donc certes, on peut réhabiliter des habitats, mais il va falloir surtout et avant tout protéger l'existant qui est bien plus fonctionnel. Ces solutions nécessitent une intervention de beaucoup d'acteurs sociétaux, dont les problèmes sont complexes. Mais le jeu en vaut la chandelle si nous voulons prospérer aux côtés d'espèces comme l'abeille qui nous accompagnent depuis nos débuts.